La Seconde Guerre mondiale fut marquée par l'apparition d'une nouvelle génération de véhicules de combat blindés, chenillés et à roues, de chars, de voitures blindées, de canons automoteurs et de transports de troupes blindés, qui, pour amener l'infanterie au plus près de la ligne de front, étaient suivis par une noria de ponts mobiles, véhicules de déminage et de dépannage, lance-flammes, bulldozers et bien d'autres engins spécialisés. Tous avaient un but commun, mener la guerre avec rapidité et frapper l'ennemi sur ses points faibles. C'est pour cela qu'il y avait des engins rapides, légers, de cavalerie, de reconnaissance et de chasse, de même que des forteresses lourdement armées, capables d'encaisser de puissants coups tout en les retournant à l'ennemi. La conception d'un véhicule de combat d'infanterie est un compromis permanent entre des paramètres contradictoires tels que la mobilité, la puissance de feu et la protection d'équipage. Et c'est encore aussi vrai à l'heure actuelle que ça l'était dans les années 40. Les tout premiers chars avaient été conçus pour désamorcer la guerre des tranchées sur le front de l'Ouest lors de la Première Guerre mondiale. Ironiquement, ce fut la marine britannique qui fut la plus réceptive à ces idées et les premiers modèles furent baptisés Landships. Le mot tank qui est entré dans le dictionnaire était un surnom destiné à tromper les Allemands. La forme rhomboïde des premiers chars, qui furent plongés dans les combats de la Somme dès 1916, fut dictée par la nécessité de pouvoir franchir une tranchée de 2,50 m et surmonter des obstacles d'1 mètre. Ces véhicules encombrants emmenaient jusqu'à 12 hommes d'équipage, étaient armés d'un mix de canons et de mitrailleuses. Les Français réagirent rapidement au concept de char, et en 1917, le Saint-Chamond entrait en service, armé d'un canon de 75 mm, monté sur arceau et de 4 mitrailleuses. Il utilisait un châssis de tracteur Holt sud-africain, le premier Caterpillar réussi au monde. Ensuite vint le Renault FT-17, qui fut réellement le premier char au sens moderne, chenillé, protégé et avec une tourelle entièrement rotative. Plus de 3000 exemplaires furent construits et, étonnamment, plus de la moitié d'entre eux étaient encore en service au début de la Deuxième Guerre mondiale. D'un poids de 7 tonnes, le FT-17 était manœuvré par un équipage de 2 hommes et atteignait une vitesse effrayante, à l'époque, de 8 km/h. Il était armé soit d'un canon de 37 mm, soit d'une mitrailleuse de 8 mm. Les Français avaient persévéré avec le concept de char léger durant l'entre-deux-guerres et dans les années 30, Renault et Hotchkiss produisaient le même type de véhicule de 10 à 12 tonnes. Les chars H-35, H-39 et R-35 sont tous armés de canons de 37 mm et de mitrailleuses coaxiales. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne expérimentait un concept totalement différent, le porte-mitrailleuse. L'idée était séduisante pour un gouvernement attentif. Un véhicule chenillé rapide pesant 3 tonnes, transportant une mitrailleuse refroidie par eau, procurerait, pensait-il, à la fois puissance de feu et mobilité. Le concepteur initial Carden & Lloyd passa rapidement la main à Vickers, qui développa toute une gamme de chars légers sur la base d'un châssis renforcé. Les premiers véhicules du début des années 30 avaient 4 galets de roulement de chaque côté sur une suspension en ressort et ils étaient manœuvrés par un équipage de 2 hommes. Ils étaient propulsés par l'habituel moteur Ford modèle T et empruntaient de nombreuses autres pièces à l'automobile pour réduire les coûts de production. Il existait également une version amphibie, mue par une hélice et dirigée à l'aide de 2 gouvernails. C'était le premier char amphibie au monde. Il existait aussi une version de commandement, armée d'un canon de 2 livres au lieu de l'habituelle mitrailleuse. Une autre version était dotée de 4 mitrailleuses qui pouvaient être orientées en élévation pour tirer sur les avions. À cette époque, le moteur et les suspensions avaient été améliorés, permettant au char Vickers d'atteindre une vitesse maximale de près de 50 km/h, ce qui était excellent pour l'époque. Le plus connu de ces chars était le Bren Carrier, qui était issu d'un tracteur d'artillerie léger, nommé ainsi après que la Bren soit devenue la mitrailleuse standard de l'armée britannique en 1938.
Sa superstructure avait été redessinée pour améliorer la protection de l'équipage et il avait été conçu pour remplacer le cheval dans les unités de cavalerie. Lors des exercices antérieurs à la guerre, des charges dignes de Waterloo avaient été exécutées, mais la réalité du combat allait vite y mettre un frein. Seul le blindage pouvait protéger l'équipage des tirs d'armes légères et le manque de protection anti-aérienne était un sérieux inconvénient. Dans une utilisation plus subtile, le Brand Carrier pouvait transporter 6 fantassins qui pouvaient ainsi assurer la protection des blindés face aux équipes anti-chars de l'adversaire. Les Brand Carrier pouvaient aussi être équipés de lance-flammes. Le lanceur était placé au-dessus de l'emplacement de la mitrailleuse et relié à un réservoir contenant un mélange d'essence et de gel collant comme le napalm. L'air comprimé injecté à l'essence envoyait un jet de flamme à 45 mètres en 1 seconde. La guerre démontra rapidement que les chars devaient être employés de concert avec l'infanterie, les deux étant interdépendants. Les chars attaquaient la force blindée adverse et l'infanterie suivait pour prendre le terrain. Les chars légers de la gamme Vickers n'étaient que légèrement blindés et seulement armés de mitrailleuses, ce qui les rendait vulnérables face aux chars lourds et aux canons anti-chars allemands. Mais lorsqu'ils étaient appuyés par l'infanterie et les transports de troupes, ils se montraient très efficaces en reconnaissance profonde, particulièrement dans le désert. Un autre char qui fit ses preuves avec le 7e Royal Tank Regiment en Afrique du Nord était le Matilda. Conçu pour l'appui d'infanterie, il était doté d'un blindage de 7 cm qui le rendait invulnérable face aux obus 37 mm des canons standards allemands et capable de survivre à un coup du redouté canon de 88. Même la suspension et le train de roulement étaient protégés par du blindage. Mais d'un poids de 27 tonnes, il était sous-motorisé et n'atteignait que 25 km/h en vitesse de pointe. Sa tourelle hydraulique était armée d'un canon de 2 livres et il embarquait un équipage de 4 hommes, un pilote, un tireur, un chargeur et un chef de char. Lorsque d'autres types de chars entrèrent en service en Europe, la plupart des Matilda furent envoyés en Extrême-Orient où ils firent leur preuve au combat auprès du 3e corps australien, particulièrement lorsqu'il fallut déloger les Japonais de Bornéo. Les Japonais n'avaient ni chars ni canons anti-chars capables de menacer les Matilda, et les Australiens les trouvèrent particulièrement utiles pour réunir les nids de mitrailleuses qui décimaient leur infanterie. Dans la jungle de Bornéo, la faible vitesse du Matilda n'était pas un problème, et les fantassins apprécièrent son épais blindage, derrière lequel ils pouvaient s'abriter. Les Australiens convertirent certains Matilda en lance-flammes en retirant le canon. Ils étaient particulièrement efficaces pour nettoyer les bunkers japonais. Une autre variante du Matilda était le Scorpion. Conçu par un sapeur sud-africain, il était doté d'un fléau mû par un moteur auxiliaire et suspendu à 2 bras à l'avant du char. Tournant à grande vitesse, les chaînes du fléau fouettaient le sol devant le char pour faire exploser les mines. Ensuite, les sapeurs marquaient les passages ainsi sécurisés à l'aide de bandes blanches. Cette invention du char fléau marqua un grand pas par rapport au déminage à l'aide des détecteurs électriques. Alors que le Matilda avait été un char utile lors des premières années de la guerre, en 1941, il était dépassé. Un nouveau char entra en service en grande quantité, le Churchill de 39 tonnes, doté d'un blindage de 10 cm pour mieux faire face au déluge de plomb des chars et canons anti-chars allemands. Lors de la bataille d'El Alamein, un Churchill fut touché 31 fois et survécut. Le char était manœuvré par un équipage de 5 hommes et son moteur de 12 cylindres à essence lui permettait d'atteindre les 27 km/h en vitesse de pointe malgré son poids. Son train de roulement allongé comportait 11 galets de chaque côté et lui procurait une excellente traction sur des pentes très raides. Le Churchill était armé du même canon de 2 livres que le Matilda, mais il disposait d'un obusier fixe de 76 mm 2 à l'avant du compartiment.
L'inconvénient du canon de 2 livres était qu'il ne pouvait tirer que des obus perforants, mais l'obusier pouvait tirer des munitions explosives contre les canons anti-chars et les nids de mitrailleuses ennemies. Cela fit du Churchill un véhicule plus adapté au soutien de l'infanterie, bien que tout le char dût être pointé en direction de la cible pour pouvoir tirer. Des versions ultérieures du Churchill comportaient une tourelle redessinée armée d'un canon de 6 livres et l'obusier fut remplacé par une mitrailleuse Beezer, doublée d'une autre Beezer coaxiale sur la tourelle. Ultérieurement, les Churchill furent équipés du canon américain de 75 mm et certains d'un mortier de 95 mm tirant des obus explosifs de 25 livres, soit 11,35 kg. Les débuts du Churchill au combat eurent lieu avec le Canadian Calgary Regiment lors du raid sur Dieppe en 1942, qui avait donné lieu à une répétition très secrète sur l'île de White. Les chars furent dotés d'équipements de franchissement amphibie, tels que des entrées d'air et des tuyaux d'échappement déportés. Bien que l'opération n'ait finalement pas eu lieu, elle permit de retenir de nombreuses leçons qui servirent pour les débarquements postérieurs en Sicile, Italie et Normandie. Après Dieppe, 2 brigades de Churchill, les 21e et 25e, furent envoyées rejoindre la première armée en Afrique du Nord. Elles furent très efficaces lors des opérations en Tunisie, démontrant qu'elles pouvaient franchir des obstacles que les autres chars ne pouvaient pas passer, tandis que le canon de 6 livres réservait une drôle de surprise aux équipages allemands. Malgré sa faible vitesse, le Churchill avait 2 grandes qualités, sa mobilité et sa protection, qui en faisaient un engin très apprécié de ses équipages. Une mauvaise idée qui fut essayée a consisté à tracter une remorque chargée de fantassins. Cela fut rapidement abandonné après des essais infructueux sur le terrain, mais les remorques pouvaient avoir une autre utilité. Une variante bien plus réussie du Churchill était le crocodile. S'appuyant sur des expérimentations canadiennes lors de la bataille de Dieppe, il emportait un lance-flammes monté sur le compartiment à la place de la mitrailleuse. 1820 litres d'essence étaient stockés dans un réservoir blindé, tracté derrière le char, permettant de tirer 80 flammes d'une seconde. Utiliser une remorque évitait aussi d'immoler tout l'équipage au cas où elle était touchée par un tir. Le crocodile eut un tel succès, la portée du lance-flamme étant de 90 mètres, que tous les derniers modèles de Churchill construits comportaient la modification. Au total, 800 chars furent convertis en crocodiles. Les remorques servirent également à transporter des fascines, des fagots, qui pouvaient être largués sur un sol meuble pour fournir un tapis au véhicule. D'autres ballots pouvaient être transportés sur l'un des 2 types de bobines montées sur le compartiment de combat. Les fascines pouvaient également être larguées dans les tranchées anti-chars pour permettre aux blindés de les franchir. Ce fut un peu laborieux, néanmoins, et toute une gamme d'engins de franchissement fut développée, notamment par Sir Percy Hobart de la 79e division blindée. Connu sous le nom de Funnies, il comptait parmi eux le Churchill Ark, un char sans tourelle avec 2 rampes articulées à l'avant et à l'arrière et 2 poutres montées au-dessus des chenilles. L'arc pouvait être placé dans une tranchée pour servir de pont aux autres véhicules. Un autre Funny était l'Avre, Armored Vehicle Royal Engineers, qui était armé d'un gros mortier pour détruire les blocos. D'autre part, l'Avre pouvait aussi transporter un pont mobile de 9 mètres, fixé à l'avant et maintenu par des câbles d'acier pour être déployé au-dessus d'une tranchée ou d'un cours d'eau. Il pouvait également servir de rampe pour franchir un obstacle en hauteur et pouvait emporter des charges de 40 tonnes. Un pont mobile plus sophistiqué, également développé par le Royal Engineers, était le Churchill Jumbo, qui transportait un pont de 14 mètres de longueur, capable de supporter des engins de 60 tonnes, mis en œuvre par un bras hydraulique. C'était le précurseur de tous les ponts mobiles actuels.
En dehors de la cavalerie légère et de l'infanterie lourde, les Britanniques introduisirent une variété de concepts nouveaux, parmi lesquels le Covenanter. Il avait été développé par la London Scottish Midland Railway Company entre 1937 et 1940 pour succéder aux cruiser tanks obsolètes qui étaient encore en service. Le cruiser tank, un croiseur, était supposé remplir le même rôle que le navire du même nom, combinant vitesse, autonomie et puissance de feu, mais avec un blindage limité. Les principaux engins que le Covenanter devait remplacer étaient les Neuffield Mark III et Mark IV qui furent engagés au début de la guerre en France et dans le désert. Ils furent les premiers modèles dotés de suspension développés par l'américain G. Walter Christie avec 4 gros galets de roulement indépendants de chaque côté qui lui conféraient un confort de route exceptionnel, de même qu'une grande mobilité. Le Mark IV avait un blindage additionnel sur la tourelle, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière, ce qui procurait une protection de 2,5 cm de tous côtés. Il était armé d'un canon de 2 livres et d'une mitrailleuse coaxiale. Le Covenanter de 18 tonnes partageait beaucoup de composants avec le Mark IV, mais il avait une tourelle redessinée en losange et le pilote était placé sur le côté. Son blindage était plus épais d'1,25 cm par rapport au Mark IV, mais malheureusement, le char se montra peu fiable mécaniquement et, bien qu'un millier d'exemplaires aient été construits, il ne fut jamais engagé au combat, mais réservé à des fins d'entraînement. Le Crusader était un cruiser tank de 19 tonnes, nettement meilleur, développé par Neuffield selon les mêmes spécifications que le Covenanter. Malheureusement, son blindage de 5 cm seulement le rendait très vulnérable aux obus à haute vitesse des canons anti-chars allemands, en dépit des 48 km/h que son moteur V12 Liberty lui permettait d'atteindre. Le Crusader Mark III définitif était armé d'un canon de 6 livres, mais les premiers modèles n'avaient qu'un 2 livres avec une mitrailleuse coaxiale. Un essai qui ne fut pas concluant consistait à retirer la mitrailleuse pour faire passer l'équipage de 5 à 4 hommes. Malgré ses défauts, le Crusader était très populaire parmi les équipages et il fut engagé dans toutes les grandes batailles de chars de la campagne d'Afrique du Nord, de l'offensive Battle Axe de juin 1941 à la défaite allemande de Tunisie en 1943. L'opération visant à rompre le siège de Tobrouk du 18 novembre au 11 décembre 1941 fut baptisée Crusader en hommage au char lui assurant une bonne place dans l'histoire. Avec la fin de la guerre dans le désert, le Crusader fut retiré du front. De nombreux exemplaires furent utilisés pour tracter le canon anti-char de 17 livres en Normandie et plusieurs furent convertis en engins de défense antiaérienne. Le problème avec le concept interarmes mélangeant chars, artillerie et infanterie était que les canons ne pouvaient pas suivre les formations blindées. Les Alliés ont alors développé une série de canons automoteurs à partir de châssis de chars. L'un des meilleurs fut le Sextant britannique qui embarquait un canon de 25 livres sur un châssis de rame canadien. Son équipage de 6 hommes prenait place dans un compartiment à toit ouvert qui permettait le stockage de 108 obus. Le blindage frontal était épais de 10 cm et le Sextant avait une bonne vitesse de pointe avec 38 km/h. L'obusier américain M7 était similaire. Connu sous le nom de Priest, le prêtre, dans l'armée britannique à cause du poste mitrailleur en forme de chair sur le côté droit, il emportait un canon de 105 mm dans un compartiment à toit ouvert sur une base abaissée de chars M3 ou M4. Le blindage et les performances étaient les mêmes que le Sextant, mais le Priest ne pouvait emporter que 69 obus. Ces deux véhicules procurèrent aux Alliés un appui précieux sur la ligne de front. Un autre char qui allait plus tard servir de châssis à un canon automoteur était le Valentine. Il fut surnommé ainsi parce que le concept fut présenté au British War Office juste avant la Saint-Valentin le 10 février 1938. Il vit le jour parce que Vickers pensait pouvoir développer un véhicule de combat d'infanterie meilleur que le Matilda choisi par le gouvernement.
Le cahier des charges principales portait sur un blindage épais d'au moins 5 à 6,25 cm sans que le poids total du véhicule ne dépasse 16 tonnes. Ce fut la source de nombreux problèmes, limitant l'équipage à seulement 3 hommes pour les premières versions et interdisant l'usage d'une tourelle panoramique pour le chef de char et l'emport de réservoirs externes, ce qui limita l'autonomie à 110 km. Malgré ces revers, le War Office ordonna finalement la production du Valentine en avril 1939, en partie du fait de l'assombrissement de la politique en Europe et en partie parce que le Vickers, qui utilisait des chaînes de production aussi bien canadiennes que britanniques, estimait qu'il pouvait produire des Valentine 3 fois plus rapidement que Matilda. La base du véhicule empruntait beaucoup au premier cruiser tank Vickers et l'utilisation de pièces communes facilitait la mise en place des chaînes de montage. D'un profil plus bas, le blindage frontal était plus fin que sur le Matilda, mais offrait une meilleure protection générale. La vitesse optimale était la même avec ses 24 km/h, mais sa construction simple faisait du Valentine le plus fiable des deux. L'équipage était très serré à l'intérieur et la direction était épouvantable, mais le véhicule fut malgré tout apprécié de ses équipages. Les premiers Valentine étaient armés du canon standard de 2 livres, et la tourelle fut revue plus tard pour accueillir le 6 livres et ensuite un 75 mm, tandis que l'équipage était porté à 4 hommes. Le Valentine fut produit dans pas moins de 11 versions différentes avant que la production ne cesse en 1944. Près de 4000 furent fournis aux Russes, pour qui était le meilleur char occidental dont il se soit servi. La caisse du Valentine servit de base pour un autre canon automoteur, le Bishop, qui précéda le Sexton et le Priest. C'était surtout un concept improvisé, la tourelle ayant été remplacée par une casemate dans laquelle on avait monté un canon de 25 livres. L'élévation était réduite, ce qui limitait la portée à moins de la moitié des possibilités réelles du canon. Et pour ne rien arranger, l'intérieur du compartiment était très confiné. Malgré ses défauts, le Bishop rendit de grands services en Afrique du Nord, en Sicile et durant les premiers combats de la campagne d'Italie avant d'être retiré du service. Un autre engin bien plus réussi, car il était mieux étudié, était le M10 américain. Dès décembre 1941, l'armée américaine décida qu'elle avait besoin d'un char rapide et capable de neutraliser les autres chars pour mettre en déroute les blindés ennemis tout en permettant aux blindés et à l'infanterie amie d'exploiter les percées. Le résultat fut le M10 connu sous la dénomination d'Achille au sein de l'armée britannique. Il était basé sur le char M4, mais le blindage du compartiment supérieur était moins épais et la tourelle à toit ouvert embarquait un canon de 76,2 mm. Les Britanniques le remplacèrent plus tard par le 17 livres qui était un canon anti-char bien supérieur. Ce M10 de 29 tonnes était manœuvré par un équipage de 5 hommes et atteignait une vitesse maximale de 48 km/h. Le camouflage est essentiel sur le champ de bataille et les fantassins avaient appris à porter des tenues discrètes et à utiliser des branchages pour masquer leur silhouette. Un véhicule blindé bien plus gros et plus difficile à camoufler, mais l'utilisation ingénieuse de branchages et de filets aidait à le cacher au regard de l'ennemi suffisamment longtemps pour tirer le premier coup de feu. La mobilité était tout aussi importante que le camouflage, et pour que les fantassins puissent rester derrière les chars, l'armée américaine développa le transport des troupes M3 Off-Track, à mi-chemin entre le char et le camion, et encore en service plus de 50 ans après la guerre. Servant en liaison avec les voitures blindées et les chars, c'était un véhicule à tout faire, robuste et apprécié. Pour brouiller les pistes, sa dénomination M3 fut également donnée au char léger M3 General Stuart, qui entra en service dans le désert en 1941, avant que les États-Unis n'entrent en guerre. Connu sous le nom de Honey, car il était agréable à conduire et à manœuvrer, il était l'équivalent américain du Crusader, rapide et comparativement bien protégé et armé.
La hauteur de la silhouette causée par la taille du moteur radial refroidi par air et le choix d'une suspension à ressort constituent un inconvénient sur le champ de bataille. Mais les équipages de M3 Stuart surmontèrent ces défauts en usant de l'exceptionnelle manœuvrabilité et de sa vitesse maximale de 57 km/h pour réaliser des charges dans le plus pur style de la cavalerie et engager l'ennemi à bout portant. Cela déconcerta l'Africa Korps à de nombreuses occasions, au point que ses soldats renoncèrent souvent au combat. Comme la plupart des chars de la guerre, le Honey connut de nombreuses modifications avec plusieurs moteurs à essence ou diesel, des blindages soudés ou riftés et différentes radios et mitrailleuses. Mais globalement, il restait un char de 14 tonnes avec un équipage de 4 hommes armé d'un canon de 37 mm sur une tourelle motorisée et un blindage de 5 cm. Un aspect du Honey qui séduisit les équipages étaient les trappes qui permettaient à l'air frais d'entrer à l'avant du compartiment. Un dispositif qui servit aussi bien dans le désert que dans la jungle de Guadalcanal, où les M3 jouèrent un rôle capital pour vaincre les Japonais qui n'avaient rien à leur opposer. Sur ce type de terrain, les chars qui avaient une garde au sol importante devenaient un atout. Parce que l'industrie aéronautique nécessitait les mêmes moteurs que ceux du M3, General Motors suggéra qu'il soit remplacé sur ce dernier par un couple de Cadillac V8 de voiture. Après que cela ait été testé et validé, le Stuart fut rebaptisé M5. Il était armé d'un canon de 37 mm et de 3 mitrailleuses, et hormis l'arrière du compartiment rehaussé et le blindage de 5 cm portant le poids du véhicule à 16 tonnes, il était identique en apparence et avait strictement les mêmes performances. Bien qu'il fût obsolète en 1944, le M5 restera en service jusqu'à la fin de l'année. À ce moment, un nouveau char américain entrait en service, le M24 Chaffee. Son profil particulier montrait que les leçons de la guerre avaient été retenues. L'armement était un canon de 75 tirant des obus perforants ainsi que des explosifs et complété par une mitrailleuse coaxiale de calibre 30. Une seconde mitrailleuse était montée sur l'avant du compartiment. Une mitrailleuse de 50 montée à l'arrière de la tourelle assurait la défense antiaérienne de l'engin. La suspension à barre de torsion, les 5 galets de roulement et les 3 galets retour repris du M18 Hellcat procuraient un meilleur confort de route que celui de n'importe quel char américain de l'époque. Le Chaffee était manœuvré par un équipage de 4 hommes. Un pilote, un copilote qui était également radio et mitrailleur, un chef de bord et un tireur. Le char était propulsé par le même couple de Cadillac V8 à essence que le M5 Stuart et malgré un poids de 18 tonnes atteignait les 54 km/h. Le M24 pouvait franchir des gués de 90 cm de profondeur et des obstacles verticaux de 90 cm de hauteur. Bien que son blindage fût épais de 2,5 cm seulement, l'excellente vitesse et la manœuvrabilité du Chaffee, alliés à un canon équivalent à la majorité des chars moyens de cette période, lui donnèrent une bonne survivabilité sur le champ de bataille et il resta en service de nombreuses années après la guerre. Les Alliés développèrent une large gamme de voitures et véhicules blindés pour la reconnaissance et les patrouilles durant la guerre. Par exemple, Humber construisit un tracteur d'artillerie à 4 roues motrices sur un châssis de KT-4 armée de Bren pour l'armée indienne et il entra rapidement en service dans les unités indiennes de la 8e armée dans le désert. Les Marmon Harrington Mark III et Mark IV sud-africains furent utilisés de manière intensive dans le désert. Montés sur un châssis Ford, ils emportaient un canon anti-char Boyce ou
un 2 livres sur leur tourelle ainsi qu'une mitrailleuse et ils avançaient à une vitesse de 80 km/h. L'un des engins les plus répandus était le Humber, qui fut engagé dans la campagne d'Afrique du Nord, mais aussi en Italie et en Europe. Fait étonnant, un certain nombre étaient encore en service au début des années 80 dans les unités de sécurité intérieure. Le châssis était celui du KT4 utilisé pour les tracteurs d'artillerie indiens, sur lequel on avait monté la caisse de la voiture blindée Guy, conçue avant la guerre, mais modifiée avec l'avant incliné. L'équipage de 3 hommes appréciait l'intérieur spacieux du Humber, qui convenait aussi bien comme véhicule de reconnaissance que comme véhicule de commandement. Motorisé par un Roots 6 cylindres à essence, il atteignait une vitesse maximale de 72 km/h et avait une autonomie de 400 km, ce qui lui permettait de s'enfoncer loin en patrouille dans le désert. Il était équipé d'une tourelle tournante sur 360 degrés armée d'un lourd canon Besa de 15 mm, puis plus tard d'un 37 mm américain avec en plus une mitrailleuse coaxiale en 7,92 mm. Comme tous les véhicules blindés dans le désert, l'équipement de bord des voitures blindées comportait toujours des couvertures et des manteaux gris contre le froid de la nuit, des filets de camouflage, l'armement personnel, des bidons d'eau et d'essence, des vivres et de quoi préparer la nourriture, et à l'occasion le proverbial évier de cuisine. Toute plaisanterie mise à part, le châssis et le moteur éprouvé du Humber, avec ses amortisseurs à ressort elliptiques et épais et ses pneus crantés, en firent l'engin le plus fiable et le plus adapté à tous les terrains. Un autre engin qui eut beaucoup de succès fut l'AEC, construit par Associated Equipment Company sur le châssis de leur tracteur d'artillerie Matador. Ce gros et robuste véhicule de 11 tonnes était une ingénieuse adaptation avec des parois inclinées, s'effilant à l'avant et à l'arrière, sur laquelle était montée une tourelle de Valentine armée d'un canon de 2 livres, puis de 6 livres. Comme la tourelle était équipée d'un blindage frontal de 5 cm, l'AEC pouvait tirer sur les chars allemands à partir d'une position embossée, ce que la plupart des voitures blindées évitaient de faire. Avec son équipage de 3 ou 4 hommes, l'AEC, motorisé par un diesel 6 cylindres, atteignait les 64 km/h. Le plus gros problème des Britanniques pendant les premières batailles était que ni le canon de 2 livres, ni celui de 6 livres ne pouvaient tirer des munitions explosives contre l'artillerie et les canons anti-chars ennemis. La solution arriva au printemps 1942, lorsque les premiers M3 Grant américains arrivèrent en Égypte, juste à temps pour la bataille de Gazala, en mai. Après la capitulation de la France en 1940, les Américains avaient retenu la leçon infligée par le canon de 75 mm des Panzer IV et Chrysler obtint l'autorisation du gouvernement d'installer une nouvelle usine de chars à Détroit pour construire une nouvelle génération de chars. Le premier fut le M3, conçu à partir du M2 avec un canon de 37 mm ainsi qu'un 75 mm monté façon Première Guerre mondiale sur une superstructure sur le côté droit du véhicule. Les Américains jugèrent que le M3 n'était qu'un véhicule intérimaire destiné à faire la jonction avec l'arrivée du M4 qui avait un canon de 75 mm sur une tourelle panoramique. Mais entre-temps, il servait admirablement les Britanniques. La seule modification que ceux-ci réclamèrent était une tourelle légèrement revue pour accueillir leur radio standard. Ainsi, le M3 entra en service au nom de Lee, tandis que les Américains l'avaient baptisé Grant.
Le général Bernard Law Montgomery, qui commandait la 8e armée en Égypte, était certainement impressionné par le M3, alors en service dans les 2e, 4e et 22e brigades. Pesant 27 tonnes avec un blindage de 5 cm, il était malheureusement très repérable avec ses 3 mètres de haut, ce qui donnait toutefois une bonne vue au chef de char. Bien que le M3 soit similaire au Churchill avec un canon de 75 mm monté sur la superstructure, il était ému par un moteur radial à essence et à refroidissement par air qui lui procurait une vitesse de 41 km/h, donc bien plus élevée. Un équipage de 6 hommes était nécessaire pour servir les deux canons et malgré tout, il restait assez spacieux et pouvait emporter 41 obus pour le canon de 75. Ceux-ci pouvaient pénétrer le blindage de n'importe quel char allemand à 450 mètres. Le seul inconvénient au montage sur le côté était la rotation limitée et le fait que le char ne pouvait opérer à partir d'une position embusquée. Ceci était compensé par sa capacité à tirer des obus explosifs. Et en attendant l'arrivée des M4 Sherman, plus tard en 1942, le M3 rendit d'excellents services. Le plus curieux des prototypes d'engins de combat blindés était l'Alligator. Cet engin chenillé amphibie était l'invention d'un sapeur à la retraite, Donald Roebling, qui tentait de secourir les victimes d'ouragans et les pilotes victimes d'un crash dans les Everglades de Floride. Après sa parution dans un magazine, le corps des marines s'y intéressa et, plus tard en 1940, demanda au FMC de développer une version militaire pour l'assaut amphibie. Ce qui donna naissance au Landing Vehicle Tracked Mark I ou LVT-1, nommé Water Buffalo et utilisé aussi bien dans le Pacifique que sur le front européen. Le LVT-1 était dépourvu de blindage à l'origine, mais les versions suivantes LVT-1A1, LVT-2, LVT-3 et LVT-4 étaient légèrement blindés pour donner à leurs équipages une protection contre les armes légères. De plus, certains furent équipés des tourelles des M3 Stuart ou d'obusiers de 75 mm. Une amélioration sur des versions postérieures comportait une rampe de débarquement à l'arrière permettant un accès plus facile aux troupes embarquées. De plus, cela permettait au LVT d'embarquer des jeeps et des petites pièces d'artillerie. Les véhicules étaient chenillés pour progresser dans l'eau aussi bien que sur la terre ferme, utilisant des patins en caoutchouc spécialement dessinés. Ils atteignaient une vitesse de 6 nœuds, soit 11 km/h, dans l'eau ou 32 km/h sur le sol. Chaque LVT pouvait embarquer 30 hommes et les milliers d'exemplaires construits participèrent à la victoire contre les Japonais. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en décembre 1941, la conséquence immédiate fut un programme naval d'urgence, car il était évident que la guerre ne pouvait qu'être menée à travers les océans. Ce programme incluait non seulement des vaisseaux de guerre, mais aussi un grand nombre de navires de transport de troupes et de débarquement pour mettre à terre hommes, chars, véhicules et canons d'artillerie. De vastes flottes furent engagées dans l'invasion de l'Afrique du Nord, de l'Europe et des territoires occupés par les Japonais dans le Pacifique et en Extrême-Orient. Pour avoir une idée de l'ampleur du programme, il faut savoir que 2500 navires amphibies ont été déployés lors du débarquement de Sicile en 1943 par exemple, transportant 600 chars, 14 000 autres véhicules, 1800 canons et 160 000 hommes. Ils étaient escortés par 750 navires de guerre. Pour le débarquement de Normandie l'année suivante, ce ne fut pas moins de 4000 navires amphibies qui furent engagés, appuyés par 1500 bâtiments de tout type. La principale différence entre les navires de transport de troupes et les péniches de débarquement réside dans le fait que les premiers doivent rester au large et débarquer les soldats dans de petites barges, tandis que les seconds ont un fond plat leur permettant de s'approcher de la plage. La porte avant était alors ouverte et la rampe déployée pour que les chars et les véhicules se lancent directement dans l'action.
Des bulldozers, dont certains étaient blindés, étaient utilisés pour débier les obstacles et ouvrir des routes à l'intérieur des terres. Le Bren Carrier apparaissait encore en grand nombre. Mais d'autres nouveaux véhicules furent engagés en Italie et en France, dont un engin amphibie à roues nommé Duck, le char moyen britannique Cromwell et le canon automoteur américain M12 armé d'un tube de 155 mm. Les soldats allemands furent submergés par la quantité et la variété des blindés alliés. Au début de la guerre, l'Union soviétique avait un nombre extraordinaire de modèles de chars, légers, moyens et lourds, mais il découvrait rapidement les avantages de la standardisation. Le C-26 était le char léger typique, dont le canon de 37 ou de 45 mm et les mitrailleuses pouvaient être remplacés par un lance-flamme. Un autre char léger utilisé principalement comme engin de reconnaissance était le T-60 de 5 tonnes armé d'un canon de 20 mm. Bien qu'il ait une bonne vitesse de pointe, il était dépassé en 1941. Le principal char soviétique de la Seconde Guerre mondiale fut le T-34, probablement l'engin le plus réussi et le plus efficace de son temps, bien qu'il ait été surclassé plus tard par le Panther allemand. Développé du temps des chars légers VT, qui avaient été grandement influencés par le Christie américain, les premiers T-34 apparurent en 1936 mais furent gardés secrets et ils créèrent une mauvaise surprise aux Allemands lorsqu'ils envahirent la Russie en juin 1941. La plupart des caractéristiques du T-34 sautent aux yeux. Blindage incliné pour dévier les munitions ennemies, de larges chenilles lui donnant une excellente mobilité tout-terrain, en particulier dans la neige, et un puissant canon de 76 mm, supérieur à tout ce que les Allemands ou Alliés pouvaient avoir en service à cette époque. Le moteur diesel, conçu spécialement pour résister aux températures extrêmes, procurait à cet engin de 28 tonnes une respectable vitesse de pointe de 51 km/h. Le T-34 était extrêmement polyvalent et une variante dénommée Su-85 emportait un canon de 85 mm pour l'appui des troupes d'infanterie. Plus tard, un T-34 modifié, lui aussi armé d'un canon de 85 mm, fut mis en service et les Su-85 embarquèrent alors des canons de 100 mm. L'infanterie russe opérait principalement à pied, manquant de véhicules de transport de troupes, et progressait vers le front la plupart du temps perché sur l'arrière des chars. Aux yeux des Occidentaux, les T-34 étaient primitifs en termes de finition et de confort de l'équipage, et en fait, au plus fort de l'avance des Allemands sur Moscou, les chars sortaient des usines et partaient immédiatement sur le front, sans même recevoir une couche de peinture. Seule une minuscule proportion était équipée de radios, les équipages devant alors communiquer par sémaphore. La fiabilité totale du T-34 compensait cependant ses inconvénients. Le blindage incliné compensait sa faible épaisseur de 5 cm et le moteur diesel réduisait le risque d'incendie lorsqu'il était touché. Le feu était d'ailleurs le principal problème également rencontré par les premières versions du principal char occidental, le M4 Sherman, que les équipages britanniques qui l'utilisèrent à partir de 1942 surnommèrent Ronson avec un macabre humour militaire. Le Sherman, successeur des M3 Lee et Grant, fut construit en plus grande quantité avec plus de versions que n'importe quel autre char allié. Le M4 original avait le même bas de caisse, suspension, moteur et train de roulement que le M3. Des versions postérieures eurent un compartiment élargi pour accueillir un moteur plus grand, de même que des suspensions horizontales plutôt que verticales, ainsi que des chenilles plus larges pour améliorer la mobilité tout-terrain. Toutes les versions avaient des tourelles moulées, la plupart avaient un compartiment soudé, bien que certains eussent un nez boulonné ou moulé. L'armement principal des premières versions était un canon 75 mm gyrostabilisé qui pouvait tirer en mouvement, mais il fut remplacé plus tard par un 76 mm à haute vélocité. Il y avait en plus des mitrailleuses coaxiales ou non.
Le char eut son baptême du feu dans le désert avec la 8e armée britannique, ainsi qu'avec les 1ère et 2e divisions blindées américaines en Tunisie, et fut intensivement utilisé dans le Pacifique et en Extrême-Orient. La nature du terrain ne permettant pas des déploiements à grande échelle, les Sherman opéraient seuls ou en petit nombre, appuyant l'infanterie et dévastant de leurs obus explosifs les défenses japonaises et leurs bunkers camouflés. Les Japonais, eux, n'avaient que quelques chars de qualité inférieure. Il n'y eut donc pas de grandes batailles blindées sur ce théâtre d'opération. À ce moment, la plupart des Sherman avaient des plaques de blindage sur les réservoirs. Des blocs de béton étaient parfois montés sur le compartiment de combat. Une protection supplémentaire consistait à stocker les munitions dans des racks remplis d'eau. Le Sherman rencontra des terrains variés et des climats extrêmes en Italie. Ici, l'opposition était nettement plus dure, car Hitler avait rapatrié du front de l'Est plusieurs de ses Panzer-divisions pour faire face à la menace d'une invasion alliée, et les Sherman furent vite confrontés au formidable Panther allemand. Celui-ci disposait d'un blindage incliné de 7,5 cm comparé aux 5 cm du Sherman et armé d'un canon de 75 mm à haute vélocité qui pouvait détruire un M4 à une distance de 900 mètres. Les Sherman devaient s'approcher à la moitié de cette distance pour espérer endommager un Panther, même avec le nouveau canon de 76 mm qui apparut début 1944. Le Sherman emportait entre 75 et 97 obus pour son canon principal et recharger celui-ci à la main par la trappe de la tourelle était fatigant. 5000 coups étaient stockés en plus pour la mitrailleuse. Les mines constituaient un problème récurrent en Italie où les Allemands avaient construit une double ligne de défense à travers la péninsule. Il n'y avait jamais assez de chars fléaux, l'infanterie devait donc dégager elle-même des passages pour les chars. Le plancher du char était en général son point faible. Le blindage du Sherman à cet endroit étant épais d'1,25 cm seulement, et beaucoup tombèrent sous les coups des mines Teller allemandes. D'autres dangers guettaient dans les villes et les villages, et l'infanterie dut beaucoup au blindé, car on ne savait jamais quelle maison abritait un sniper ou une mitrailleuse. Les nombreuses rivières et torrents étaient aussi un problème constant. Un Sherman non modifié ne pouvait franchir que des gués inférieurs à 90 cm. Un kit amphibie fut alors développé pour protéger le moteur de l'eau et remonter le tuyau d'échappement. Ainsi équipé, un Sherman pouvait alors franchir une rivière profonde de 1,80 m. Cette modification fut également utile pour les débarquements lorsque la pente de la plage empêchait les péniches de s'approcher. Une amélioration qui rendit le Sherman complètement amphibie consista à le doter de 2 propulseurs à l'arrière et envelopper la caisse au-dessus du train de roulement d'une bâche de caoutchouc vert. À l'intérieur de celle-ci se trouvaient 36 tubes de caoutchouc qui, une fois gonflés par un cylindre d'air comprimé, servaient de piliers pour maintenir la bâche de flottaison. La rigidité était ensuite renforcée par des traverses d'acier dont l'assemblage prenait environ 15 minutes. Le concept venait à l'origine d'un ingénieur hongrois et fut d'abord testé sur le Valentine. Mais le Sherman amphibie nommé Duplex Drive devint le principal char allié. Il contribua énormément à la réussite du débarquement de Normandie.
mais aussi au franchissement du Rhin en mars de l'année suivante. Dans l'eau, les propulseurs permettaient au Sherman d'atteindre une vitesse de 5 nœuds, soit 9 km/h. Une fois débarqué, le système de flottaison était dégonflé en un instant et le char pouvait alors passer à l'action. Les Américains et les Britanniques n'étaient pas les seuls à utiliser le Sherman. Les Canadiens en construisirent deux versions qu'ils nommèrent Ram et Grizzly. Et ils formèrent la principale force de frappe de la 2e division blindée du général Leclerc lors du débarquement en Normandie. Décorés d'une carte de France et d'une croix de Lorraine, ils furent les premiers à entrer dans Paris le 25 août 1944. Mais avant cela, il y avait eu un long chemin à parcourir. Les étroites routes françaises furent bientôt envahies par les chars et l'infanterie alliée. Les chars étaient ornés de roues de rechange, de maillons, de chenilles et d'autres équipements, tout comme dans le désert. Bien que le canon de 76 mm américain fût plus puissant que le 75 mm des débuts, les Britanniques construisirent le plus efficace de tous les Sherman, le Firefly. Celui-ci était armé d'un canon de 76 mm, de 17 livres, tirant un nouvel obus, perforant, à haute vélocité, et qui faisait enfin jeu égal avec le Panther. Une autre variante du Sherman était le Dozer, conçu pour permettre aux sapeurs de dégager les routes et de combler les cratères sous le feu ennemi. Ils furent pour la première fois engagés à Anzio en avril 1944, puis ce ne fut pas moins de 2000 des 45 000 Sherman produits qui furent équipés de lames Dozer qui offraient un surcroît de protection contre les tirs ennemis. Un problème majeur rencontré en Normandie était les épaisses haies de 1,50 m à 1,80 m de large. Le sergent Cullen, du 102e escadron de cavalerie, reçut la Légion du Mérite pour avoir eu l'idée d'intégrer un coupe-haie afin de passer à travers. Les Sherman ainsi équipés étaient nommés rhinocéros. La plupart des chars en Europe étaient peints en vert, parfois mélangés à d'autres couleurs. Cela convenait durant l'été, mais en hiver, ils étaient trop repérables. Alors les équipages de chars devaient faire preuve d'ingéniosité pour camoufler leurs véhicules sur les terrains enneigés. Ce n'était que l'un de leurs nombreux trucs trouvés pour survivre. Un autre consistait à placer des éléments de chenille sur les côtés pour renforcer la protection. Un grand nombre de Sherman furent adaptés pour recevoir le fléau du Matilda. Les M4 ainsi modifiés furent appelés Crab. Comme le tambour rotatif était plus large que le char, les autres pouvaient suivre ses traces en confiance. Bien évidemment, le Sherman fut équipé du lance-flamme qui avait fait ses preuves contre toute position fortifiée qui résistait aux obus explosifs. Le lance-flamme V4 standard remplaçait les mitrailleuses de tourelle. Il tirait normalement des jets de 2 à 3 secondes, mais des flammes de 25 secondes pouvaient être tirées contre des cibles plus résistantes. Le canon pouvait également tirer soit du napalm, soit de l'essence, en fermant une vanne pour couper l'arrivée du gel collant. Les Sherman du corps des marines dans le Pacifique avaient un lance-flamme différent qui tirait sous le tube du canon principal. Une autre version du Sherman était le Calliope, qui tirait des salves de roquettes de 60 mm depuis des tubes situés sur la tourelle. Alors que l'avance en Europe se poursuivait, les Allemands répondaient par une résistance désespérée et il y avait des douzaines de combats entre Sherman et Panther.
que les chars alliés ne pouvaient gagner qu'en se rapprochant rapidement pour frapper. Ce n'était pas toujours facile, car le Panther pouvait atteindre 56 km/h contre 40 seulement pour le M4. Au début de 1945, les Sherman furent renforcés par le char lourd M26 Pershing. Et il était armé d'un canon de 90 mm qui pesa lourd lorsque les Alliés entrèrent dans la Ruhr. L'avancée sur le sol allemand ne fut pas une partie de plaisir. Chaque ville, chaque village furent âprement défendus et les soldats des divisions blindées étaient constamment pris en embuscade. Ils éprouvaient des difficultés à nettoyer les routes et les ponts et les Sherman furent modifiés pour exécuter toutes sortes de tâches inhabituelles. Tous les regards se portaient sur Berlin, qui fut finalement laissé aux Russes, car un arrangement fit s'arrêter les Alliés sur l'Elbe. Mais Hitler se suicida le 30 avril. Et une semaine plus tard, l'Allemagne se rendit sans condition. La guerre contre le Japon dura jusqu'au 15 août, mais entre-temps, il y eut des parades de victoire à travers toute l'Europe, dans lesquelles le Sherman, comme de juste, figurait en bonne place.